J'ai à peu près un ou deux de mes clients par mois qui reçoivent ce genre de réclamation et qui m'appellent un peu affolé en me demandant comment je dois réagir, qu'est-ce que je peux faire. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, on ne va pas parler de marketing, on ne va pas parler de technologie, mais on va parler de copyright trolling. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ben vous allez tout apprendre avec mon invité du jour. C'est Maître Tassi. Enfin, on va l'appeler Jérôme parce qu'on est entre nous et parce qu'on a envie de parler de manière amicale et détendue. Salut Jérôme. Salut Pierre-Nicolas. Et merci d'être avec nous pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement, puisque je me suis fait avoir par des copyright trollers. Ce sont ces sociétés qui vous harcèlent parce que vous avez eu le malheur de mettre sur votre page web une image pour laquelle vous n'aviez pas les droits. Donc, on a le droit de citer la société qui m'a menacé ou qui m'a harcelé, Jérôme? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, tout à fait, hein, Voilà, donc c'est la société généralement, ils sont Pickrite. très connus. Voilà, ils sont bien connus. Pickrite, si vous nous regardez, on vous salue, pas de trop. Et donc aujourd'hui, on va parler de leurs actions et on va savoir, enfin en tout cas, on va se renseigner sur que faut-il faire lorsqu'on reçoit un de leurs courriers. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut aller en justice? Alors, Jérôme, d'abord, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est un phénomène qui est répandu? Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent, hein, ce type de demande, notamment en matière de photographie. C'est également le cas dans d'autres domaines, mais en matière de photographie, pour vous donner une indication chiffrée, j'ai à peu près un ou deux de mes clients par mois qui reçoivent ce genre de réclamation et qui m'appellent un peu affolé en me demandant comment je dois réagir, qu'est-ce que je peux faire. Donc oui, c'est un phénomène qui est extrêmement répandu. Dans quel état d'esprit est-ce que tes clients sont lorsqu'ils t'appellent? Alors, en général, il y a deux types de réactions. Lorsque ce sont des sociétés, je dirais, établies, qui ont des services juridiques ou qui ont l'habitude de ces problématiques juridiques, ils réagissent comme ils ont l'habitude de réagir pour d'autres types de mises en demeure. Ils nous demandent, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les risques et quelles sont les prochaines étapes. Ça, c'est la réaction, je dirais, sereine, habituelle des gens qui sont concernés par les problématiques juridiques. Les particuliers ou les associations ou les entrepreneurs individuels, eux, ils sont généralement paniqués. C'est le plus souvent la première mise en demeure qu'ils reçoivent. Ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête avec des menaces d'actions judiciaires, des demandes financières qui leur sont faites, et eux ne savent vraiment pas comment réagir. Alors, déjà, c'est la bonne réaction quand ils m'appellent parce qu'ils essaient d'avoir des informations, mais souvent, ils préfèrent payer avant même de voir si la réclamation est fondée ou pas. Voilà, et donc c'est ce qui m'est arrivé, et donc on en profite pour dire qu'effectivement il y a deux classes de clients ou de personnes qui peuvent être concernées par ce type de demande. Il y a les entreprises, comme tu l'as mentionné, celles qui sont un petit peu plus structurées ou qui ont un peu plus l'habitude d'avoir affaire à ce genre de problématiques. Et puis il y a des gens comme moi qui reçoivent un vendredi soir un mail et qui vont pas forcément endormir, mais voilà, le forum ou les forums internet sont pleins de témoignages d'étudiants, d'enfants, de particuliers, d'associations sans but lucratif qui sont menacés, harcelés par Pickrite et consorts et qui finissent effectivement par payer. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que leurs demandes sont fondées? Alors, c'est une très bonne question. Il y a pas de réponse manichéenne en la matière. Certaines de leurs demandes sont fondées et ce type de société, Pickrite ou d'autres, hein, il en existe un certain nombre, peuvent agir en tant que vraiment mandataires des photographes pour la défense de leurs droits. Et donc, dans certains cas, leurs demandes sont tout à fait légitimes. Dans d'autres cas, qui, à mon avis, sont la majorité, leurs demandes sont plus contestables pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une question de titularité. Ces sociétés se présentent comme représentantes ou titulaires des droits sur la photographie, mais très souvent ne le justifient pas. Et j'ai eu un cas il y a quelques années où un de mes clients avait acquis une photo sur une banque d'images très, très réputée, on ne va pas donner de nom, mais enfin en tout cas une banque d'images très connue, et pendant un an, une autre banque d'images l'a harcelé, véritablement harcelé, hein, je parle de, il y avait 15 ou 20 messages pour repayer des droits en disant qu'elle était titulaire des droits, mais elle n'a jamais répondu à mes demandes pour justifier qu'elle avait le droit de faire cette demande et que l'achat sur l'autre banque d'images n'était pas légitime. Donc c'est vrai qu'il y a souvent cette difficulté, puisque ce n'est pas le photographe lui-même qui vous écrit, la question de savoir si ces sociétés ont le droit ou pas d'agir au nom du photographe. Il y a une deuxième difficulté qu'on retrouve, c'est l'originalité. Est-ce que les photographies qui sont reproduites, qui sont réutilisées, sont originales?
pour faire bref, on ne va pas faire trop de droits aujourd'hui, mais les photographies peuvent être protégées par le droit d'auteur, sous réserve qu'elles soient originales. L'originalité en matière de photographie, ça a été défini par la Cour de justice, notamment en 2011. Il faut que la photographie résulte de choix libres et créatifs, témoignant l'empreinte de la personnalité du photographe. Donc, cette empreinte de la personnalité, elle peut être à trois niveaux, soit en amont de la photo, dans le choix du sujet, l'heure de la journée, l'atmosphère qui va être créée, soit au moment de la photo, quand on prend une photo sur le vif, ça peut arriver, elle peut être tout à fait originale, l'atmosphère qui est créée, ou après, par l'application de filtres, ou le montage, ou le découpage de la photo. Donc tous ces éléments peuvent permettre de caractériser une originalité, mais il faut constater en pratique, les tribunaux aujourd'hui, notamment les tribunaux français, sont très exigeants pour prouver l'originalité d'une photographie, et dans la majorité des cas, les photographies ne sont pas reconnues comme originales, en France en tout cas, mais je crois que c'est une position qui est partagée largement en Europe. Enfin, il y a un troisième écueil, c'est la question de la preuve, puisque très souvent ces sociétés n'apportent pas réellement la preuve de la contrefaçon qu'elles invoquent. Il y a des copies d'écran de très mauvaise qualité, et ces copies d'écran, quand on va en justice, elles sont généralement écartées. Il y a plusieurs décisions récentes de la Cour d'appel de Paris notamment, qui ont écarté ces impressions d'écran réalisées par c'était Pixcoat, en l'occurrence, en considérant qu'il n'y avait absolument aucune garantie, on ne savait pas dans quelles conditions ces impressions d'écran avaient été réalisées, et la Cour d'appel n'en a pas tenu compte et a débouté ces sociétés de leur demande. Donc oui, dans certains cas, les demandes sont légitimes, mais selon mon expérience, dans beaucoup de cas, elles ne le sont pas. Alors je reviens sur le point de l'originalité parce que c'est vraiment un point qui, moi, m'a taraudé, ou en tout cas qui m'a fait me renseigner beaucoup pendant le week-end où j'ai très peu dormi. Et c'est là que je suis tombé sur ton post LinkedIn. Donc à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je vous conseille vraiment de suivre Jérôme sur LinkedIn parce il donne plein de très très bons conseils, ou en tout cas il fait des analyses qui sont pertinentes. Et tu donnais l'exemple d'un photographe qui en plus était musicien et qui lui avait réussi à faire valoir son originalité. On voit à l'écran maintenant, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, la photo en question, donc celle qui m'a valu ce courrier de PicRights, qui était une photo que j'avais correctement sourcée et qui est la photo que toutes les agences de presse avaient mise en ligne suite à la vente chez Christie's d'un tableau de David Hockney qui servait à financer le déficit de la Royal Opera House à Londres. Alors, est-ce que cette photo peut être qualifiée d'originale? Et la question sous-jacente, Jérôme, c'est est-ce que j'ai eu raison de payer ou est-ce que je peux m'en mordre les doigts? Alors, l'originalité de la photo, c'est toujours compliqué en matière de droit d'auteur, puisque il n'y a pas de contrôle de l'originalité avant qu'un juge se prononce ou pas sur la protection par le droit d'auteur. À mon avis, ici, clairement, le tableau en tant que tel, le fait de prendre en photo le tableau n'est pas original, puisque ça a été réalisé par quelqu'un d'autre que l'auteur de la photo. Après, quand on regarde les lumières, ici, il n'y a rien de spécifique. Les lumières, elles ont été faites de toute façon par, je crois que c'était Christie's qui vendait le Christie's, oui. tableau. Donc c'est Christie's qui est responsable des lumières. Le photographe, il s'est mis en face, et il a pris la photo telle qu'elle avec les deux personnes qui effectivement portent le tableau. Donc j'imagine que s'il y avait eu 30 photographes dans la salle au même moment, chacun aurait pris cette photo. À mon sens, en la regardant comme ça, il n'y a absolument pas d'originalité, ou peu d'originalité en tout cas, et je ne suis pas certain qu'au regard de la jurisprudence actuelle des tribunaux en France, en tout cas, cette photo soit protégeable par le droit d'auteur. Donc, la question qui suit, est-ce que c'était légitime de payer ou pas? Si on applique uniquement le droit d'auteur, si on considère que cette photo n'était pas originale, il n'y avait pas de justification à payer cette somme. Surtout qu'en plus, là, la photo était sourcée, il y avait, voilà, tu avais plutôt bien fait les choses. Donc, à mon sens, dans ton hypothèse, si tu m'avais consulté avant, je t'aurais plutôt dit que c'était pas nécessaire de payer. Ok. Donc, pour ceux qui vont recevoir des courriers de PicRights et consorts, qu'est-ce qu'on leur conseille de faire? Est-ce qu'on leur conseille de faire le mort? Qu'est-ce que toi tu conseilles à tes clients? Alors, ça dépend vraiment. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut pas être, il n'y a pas de solution unique. Il y a eu des cas, et j'ai eu des cas où certains de mes clients ont fait une erreur. Ils ont recopié une photo dans une publicité commerciale ou autre, sans avoir les droits. Donc là, oui, là, il y a une difficulté. On peut essayer de se battre sur l'originalité, sur la titularité, mais ça vaut pas forcément le coup. On peut surtout essayer de négocier la somme en disant, voilà, on a fait une erreur, on était de bonne foi.
Néanmoins, on reconnaît notre erreur et on essaie de trouver un compromis. Dans des cas où l'originalité notamment peut être plus discutable, je conseille plutôt de contester cette originalité et de demander à la société qui agit, enfin, qui vous envoie une mise en demeure, de justifier cette originalité. J'ai eu un cas, par exemple, récemment, d'une photographie d'une salle d'audience du nouveau tribunal à Paris, absolument aucune originalité, et on demandait des sommes considérables pour la reprise de cette photo. Donc là, effectivement, j'ai plutôt conseillé de contester l'originalité et de ne pas payer. Est-ce qu'à posteriori, on peut récupérer l'argent qu'on a indûment versé? Non, 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 parce que c'est pas indu, c'est pas indu, puisque personne n'a aujourd'hui considéré que cette photo du tableau de David Hockney n'est pas originale, donc il n'y a pas de paiement indu, donc aujourd'hui, non, ça me paraît compliqué de récupérer, de récupérer les fonds, les sommes versées. Bon, tant pis pour moi. En tout cas, merci Jérôme d'avoir pris le temps d'analyser ce cas avec moi. Je rappelle que tu as un compte LinkedIn sur lequel il y a des perles et énormément d'informations sur tout ce qui est propriété intellectuelle, droit d'auteur. J'encourage tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent à aller te suivre. Je mettrai le lien de ton profil dans la description. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Pierre-Nicolas, à bientôt.